Bonsoir Olivier Itéanu. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit du numérique et de la donnée. Avec vous, nous allons aborder le sujet des restrictions de liberté sur Internet. Selon vous, l'espace de liberté offert par le net est-il aujourd'hui menacé? Je dirais que c'est une constante depuis l'apparition d'Internet. Il ne faut pas se leurrer. Ceux qui se souviennent de l'arrivée d'Internet dans le grand public, il y a donc au milieu des années 90, la première décision judiciaire qui a été rendue dans le monde, c'est une décision du Conseil constitutionnel américain, la Cour suprême américaine, sur une loi de Bill Clinton qui s'appelait le Decency Act. Déjà, on parlait de liberté, de limite à la liberté. Donc c'est une constante, et c'est une constante qui aujourd'hui prend effectivement, c'est vrai, une certaine ampleur. Certains gouvernements dans les pays africains n'hésitent pas à couper l'accès à Internet. Concrètement, comment y parviennent-ils? Oui, d'abord, ce n'est pas une spécificité africaine, si ça peut apporter quelques soulagements à nos téléspectateurs. Malheureusement, c'est un peu partout dans le monde. Et ça passe par ceux qu'on appelle les fournisseurs d'accès à Internet, les opérateurs télécoms, les opérateurs de communication électronique. Enfin, tout ça, c'est un peu la même famille, les fournisseurs d'accès à Internet. Si on prend la France, 99% de la population est servie par une quinzaine d'opérateurs. On connaît les principaux en France, on les connaît aussi en Afrique, Orange, SFR, Bouygues, Free, et autour, on vous en ajoute une dizaine. Si vous vous adressez à ceux-là et que vous leur demandez de limiter l'accès à Internet ou de le couper, ben effectivement, la population perd son accès à Internet. Donc c'est généralement par là que se passe cette façon de faire. Et les fournisseurs d'accès Internet que vous évoquez, ils n'ont aucun moyen de s'opposer à ces demandes? Très souvent, vous savez, d'abord ces fournisseurs d'accès Internet, pour certains d'entre eux, ce sont ce qu'on appelle des opérateurs historiques, comme Orange en France, qui était France Télécom, c'est-à-dire des opérateurs publics, très souvent. C'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr. Et donc, il y a une tradition depuis l'arrivée des télécoms, donc ça remonte bien avant Internet, peut-être un siècle avant, effectivement, où on demande aux opérateurs, parfois, de faire le ménage, de limiter la possibilité d'accès. En juin 2013, Edward Snowden a fait des révélations qui ont fait grand bruit dans le monde, où il a expliqué qu'un certain nombre d'opérateurs privés américains étaient en partenariat avec la NSA et donnaient des portes d'accès, ce qu'on appelle des backdoors, sur leurs serveurs. Et il y avait un certain nombre de grandes entreprises, une petite dizaine américaines, et parmi elles, Verizon, qui est un des principaux opérateurs américains. Donc on retrouve toujours quelque part un opérateur parmi ces intermédiaires techniques. Concrètement, quels sont les moyens pour une personne privée d'accès à Internet de contourner ces restrictions? Alors d'abord, il y a toujours ceux qui sont très techniciens, très geeks, comme on dit, qui vont peut-être trouver d'autres moyens d'accès par la voie satellitaire ou par des rebonds. Mais ça représente évidemment une très petite partie de la population, car il faut avoir des connaissances techniques. Mais il est vrai qu'on peut toujours, effectivement, contourner ces interdictions. C'est pas vrai pour l'immense majorité de la population qui, elle, n'a pas cette connaissance technique et parfois ces moyens techniques. Mais pour une toute petite partie, ces geeks, c'est souvent possible. Vous l'avez dit, hein, ces restrictions Internet touchent tous les pays dans le monde. Hein. C'est le cas notamment en Algérie, au Tchad ou encore en République démocratique du Congo. L'argument évoqué par ces gouvernements relève de la sécurité. C'est souvent l'argument qui est mis en avant pour restreindre l'accès à Internet. D'où cette question, jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité pour limiter l'accès aux libertés? Alors, sécurité et liberté, c'est effectivement un couple très difficile à gérer, pas simplement, encore une fois, qu'en Afrique, même dans des pays qui se veulent démocratiques, qui ont des états de droit bien établis, même dans l'Union européenne, la France, cette question sécurité-liberté est toujours très difficile. Et de surcroît, l'actualité souvent apporte des soubresauts, plus de sécurité, moins de liberté. C'était le cas après le 11 septembre 2001, par exemple, où s'est instaurée une certaine société de la surveillance électronique. Et donc, oui, jusqu'où elle va? Je crois que dans des sociétés qui se respectent et qui sont dans l'état de droit et qui se veulent démocratiques, la liberté, c'est le principe.
Et la sécurité, c'est l'exception éventuelle à la liberté. On peut l'admettre, ça peut être légitime sur le plan des principes. Mais cette exception, par la sécurité, elle doit être très limitée, très encadrée, si possible sous le contrôle d'un juge et pas simplement administratif. Donc, je dirais que la ligne rouge que vous demandez, elle est là. Un principe de liberté affirmé et la sécurité encadrée par l'état de droit. Autre argument mis en avant par certains gouvernements dans le monde, mais aussi selon vous, s'agit-il d'une censure ? Alors là, on touche effectivement au contenu. On a eu il y a quelques semaines en France une loi qui a été votée, qu'on a appelée la loi Avia, qui a été censurée au final par le Conseil constitutionnel. Et là, on évoque le contenu. Donc, vous dites les fausses informations, d'autres disent les paroles de haine. Oui, effectivement, c'est un peu la même problématique que ce qu'on vient de dire, à savoir si on laisse proliférer la possibilité par des intermédiaires techniques, par des opérateurs privés, finalement de bloquer des informations parce qu'ils considèrent, eux, que c'est une fausse information ou parce qu'ils considèrent, eux, que c'est une parole de haine, alors on peut arriver effectivement à la censure. Il faut que tout ça soit encadré par la loi, qu'un juge puisse arbitrer des comportements de censure ou pas. Ce sera censure si c'est en dehors de la loi, ce sera la loi. Et j'espère qu'elle sera légitime si, effectivement, c'est fait dans le cadre de cette loi. Dans certains pays, les réseaux sociaux font l'objet d'une surveillance de la part des États. Internet est-il devenu le nouvel outil pour avoir un œil sur sa population ? Ben, c'est un peu le paradoxe. Votre question, je trouve, est tout à fait juste. C'est un peu le paradoxe parce que je dirais que c'est open bar. On peut parler librement. Je crois que personne ne peut dire le contraire. En tout cas, je parle au sein de l'Union européenne, que je connais bien. On peut parler librement sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, il y a ce paradoxe qui fait que c'est devenu un outil de surveillance extrêmement puissant et très intrusif. Parce qu'il ne suffit pas de regarder ou d'écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ensuite, on peut croiser avec d'autres informations qui peuvent paraître anodines et qui donnent beaucoup d'informations sur des personnes. Donc, je crois qu'une des solutions pour les citoyens, et ça, c'est malheureusement que le temps qui pourra faire ça, c'est d'être le stratège de leur propre, quelque part, de leur propre protection, de leur propre liberté et de leur propre identité aussi, parce que c'est aussi une question d'identité. Le développement d'Internet en Afrique, mais aussi dans le monde, a nourri un certain nombre d'espoirs quant aux libertés. Aujourd'hui, considérez-vous que ces espérances sont en recul ? Je pense qu'on est au milieu du match. Vous venez de parler de football. Internet est arrivé il y a 20 ans. On commence à faire l'histoire d'Internet. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent qui a bouleversé quand même notre planète et qui a apporté énormément de choses. Après, je crois que tout est question d'équilibre dans la vie et que, effectivement, parfois un peu plus de liberté, parfois un peu plus de sécurité. Il faut qu'on trouve notre équilibre, on va le trouver, j'en suis sûr. Merci Olivier Itéanu d'avoir répondu à nos questions et d'être l'invité du Journal Afrique ce soir. Merci à vous. Ainsi va l'actualité sur le continent. Demain, vous retrouvez Dominique Chimbakala pour l'info africaine. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.